Bonsoir. Un référendum sur l'indépendance du Monténégro a donc été organisé en mai 2006. Cette petite région riveraine de l'Adriatique est mal connue, elle est politiquement sensible, donc essayons, à l'aide de quelques cartes, de comprendre les enjeux de ce référendum. Le Monténégro est situé dans les Balkans, sa frontière nord est formée par la Bosnie-Herzégovine, la frontière sud par l'Albanie, elle a la mer Adriatique sur son ouest et la Serbie sur sa frontière est. Le Monténégro était une petite principauté qui fut reconnue indépendante au Congrès de Berlin en 1878. Elle a ensuite été intégrée en 1918 au royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui devient royaume de Yougoslavie en 1929, c'est-à-dire le royaume des Slaves du Sud. Les Monténégrins sont considérés comme des Serbes, du moins anthropologiquement, mais leur isolement géographique, qui est lié à un territoire montagneux, a induit des évolutions historiques, culturelles différentes. En 1945, Tito fait de la Yougoslavie une république fédérale et du Monténégro une des 6 républiques fédérées, le calcul étant de minorer le poids politique des Serbes. En somme, c'est un peu un découpage politico-administratif qui transforme les Serbes du Monténégro en Monténégrins. Et lors de l'éclatement de cette fédération, qui débute en avril 1992, le Monténégro est la seule république qui, par référendum, choisit de ne pas quitter la Serbie. Cet ensemble prend donc le nom de République fédérale de Yougoslavie, puis devient l'État de Serbie et Monténégro en 2003. Alors comment fonctionne cet État commun ? La charte de 2003 met en place un Parlement commun, monocaméral, un Conseil des ministres, une Cour de justice avec un nombre égal de juges provenant de chaque entité. Les 2 républiques mettent en commun le budget, la défense, les affaires étrangères, mais chacune conserve son drapeau, son régime fiscal et douanier et même sa propre monnaie. Le Monténégro utilise l'euro et la Serbie le dinar. Alors on imagine comme cela doit être simple pour la gestion d'un budget commun. Le Monténégro s'étend sur près de 14 000 km², soit la taille du land allemand du Schleswig-Holstein. Sa capitale est Podgorica, qui fut appelée Titograd à l'époque yougoslave. Les Monténégrins sont 7% de la population de l'État commun et leur territoire représente 13% de la superficie du pays. Ce qui évidemment confère au Monténégro un poids démographique et territorial bien moindre que celui de la République de Serbie. Monténégro est une république multiethnique. Le recensement de 2003 précise que 40% de la population se déclare monténégrin, 32% serbes, contre 10% avant la guerre, 13% bosno-musulmans, 8% albanais au sud, y compris les Albanais venus se réfugier là lors de la guerre du Kosovo, plus des Croates et des Roms. C'est une région très montagneuse. Monténégro, cela veut dire montagne noire en italien, donc peu de plaines, des surfaces agricoles réduites qui donnent des céréales, des fruits, légumes, tabac, olives, un peu d'élevage. Et c'est la production industrielle qui est la principale activité du pays. Le combinat d'aluminium Cap, qui est au nord de Podgorica, génère à lui seul 45% du produit intérieur brut, 25% de l'emploi et 80% des exportations. Or, ce secteur industriel du Monténégro, ainsi que l'activité portuaire, souffrent d'infrastructures désormais obsolètes. La privatisation de ce combinat est envisagée, mais pour le moment, les seuls repreneurs sérieux sont les Russes. Le tourisme représente aujourd'hui 15% du PIB. Le secteur pourrait se développer, notamment par la mise en valeur des bouches de Kotor qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, le Monténégro est une région pauvre. Le PIB par habitant est à $2500, soit 2 fois moins que la Croatie, presque 10 fois moins que la France. 10% des Monténégrins vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage est à 50% de la population active, mais ce chiffre peut être amené à 20% si on prend en compte l'économie parallèle. On sait que ce pays est au cœur de nombreux trafics. Alors évidemment, face à toutes ces difficultés économiques,
le Monténégro a intérêt à profiter des financements de l'État central. C'est là évidemment une logique économique. Mais il y a aussi une logique politique, sociologique, car l'idée d'une séparation avec la Serbie a progressé chez les Monténégrins depuis la fin des années 90. Alors d'abord, en 1997, Milo Djukanovic devient président de la République du Monténégro. C'est un leader réformiste et il prend peu à peu ses distances avec le régime de Belgrade de l'époque. Ensuite, les Monténégrins n'éprouvent pas de sympathie particulière pour l'idée de pureté ethnique. C'est un concept qui n'est pas le leur, et ils se sont de plus retrouvés victimes de l'embargo imposé par l'ONU à la Serbie à cause de la guerre en Bosnie, puis de la guerre au Kosovo en 1999, pendant laquelle le Monténégro est bombardé. Et puis, ils ont accueilli de nombreux réfugiés durant la guerre, ce qui entraîne là aussi des tensions avec Belgrade. Alors l'ensemble de ces facteurs conduisent donc les Monténégrins à prendre leur distance vis-à-vis de leurs voisins serbes et à demander l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Mais face à la prolifération d'États issus de la seule Yougoslavie, l'Union européenne a négocié en 2002 la création d'une union Serbie-Monténégro et a accordé un délai de 3 ans avant la tenue de tout référendum d'autodétermination. Eh bien, 3 ans, nous y sommes. Le référendum a donc eu lieu en mai 2006. Eh bien, voyons quel est l'enjeu pour chacune des 3 parties prenantes. Pour Belgrade, l'indépendance que vient de choisir le Monténégro est ressentie comme une atteinte à l'identité serbe, déjà nettement remise en question par le séparatisme du Kosovo. Et puis cette indépendance va avoir une conséquence géographique et économique. Sans le Monténégro, la Serbie se retrouve privée de sa façade maritime sur l'Adriatique. Et puis sur la scène internationale, Belgrade avait tout de même intérêt à maintenir un État commun de Serbie et Monténégro. Mais pour les Monténégrins, les fondements mêmes de l'État commun étaient biaisés, puisqu'il n'y avait plus de volonté de vivre ensemble. Cet État commun a été imposé par l'Union européenne et la diplomatie américaine sans consultation des peuples qui le composent. Or, les Monténégrins restent marqués par le traumatisme Milosevic. Sauf que l'enjeu de cette indépendance les dépasse largement. Et pour comprendre, il faut changer d'échelle pour prendre en compte l'analyse du 3e partenaire, c'est-à-dire l'Union européenne. Pour Bruxelles, le maintien de la Serbie et Monténégro comme État unitaire était vu comme un gage de stabilité, pour éviter que la région ne poursuive sa fragmentation. D'abord, les négociations sur l'indépendance du Kosovo sont en cours pendant l'année 2006. Tout cela crée des précédents. En Bosnie, les Serbes de la Republika Srpska risqueraient de faire sécession et demander leur intégration dans la Serbie. Et puis, pourquoi pas, les Croates vivant en Bosnie demandant un nouveau tracé des frontières balkaniques. Or, le projet même de l'Union, c'est d'offrir une sorte de cadre post-étatique qui peut justement permettre de faire l'économie de nouvelles souverainetés, comme pour sauter l'étape de l'État-nation. Les Monténégrins ont donc sans doute été poussés vers la sortie par l'attitude de la Serbie, très peu coopérante dans ses relations avec le tribunal pénal international. Les négociations d'association entre Serbie et Union européenne sont maintenant interrompues, puisque le général Mladic n'a pas été livré au tribunal à la date butoir fixée au 30 avril 2006. Donc le problème maintenant, c'est d'anticiper. Quelle place pour ce petit État sur la scène internationale, alors même que son économie est parfois tenue par le crime organisé? Certains estiment même que cette indépendance est le calcul du leader politique Djukanovic, lui-même très impliqué dans certains trafics, et un statut de chef d'État pourrait le protéger. Et puis, le Monténégro a-t-il les capacités économiques d'assumer son indépendance? Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il va rejoindre l'Union européenne avant la Serbie ou après? Eh bien, cette indépendance du Monténégro se pose en tout cas en pleine crise d'identité européenne, en plein questionnement sur le bien fondé des futurs élargissements. Alors pour retrouver cette problématique, vous pouvez lire Le nettoyage ethnique, qui est un livre de Stéphane Rosière aux éditions Ellipse. Vous pouvez découvrir un petit peu de la littérature du Monténégro en lisant le livre d'Igor Bojovic, Divče, qui est édité à l'espace d'un instant.
Et puis n'oubliez pas que jusqu'au 25 juin se tient à Pau le grand festival des peuples autochtones unis. C'est un très beau festival.